Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de commencer cette journée avec vous ce matin et de vous accueillir pour cette conférence du Fonds français pour l'alimentation et la santé. Et ce matin, donc, nous allons parler des moyens de favoriser l'évolution de nos comportements vers une alimentation plus durable. Alors, c'est une occasion un peu spéciale puisque c'est la première fois que le Fonds français va consacrer une conférence exclusivement à la question environnementale. Alors bien sûr, le fonds va pas se détourner pour autant des questions de santé, et vous allez voir d'ailleurs en écoutant les deux interventions de ce matin que beaucoup des thèmes qui vont être abordés vous sont en fait très familiers. Alors avant d'en venir aux interventions, je voudrais juste dire un mot quand même sur cette thématique alimentation et environnement, parce que c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Et vous savez qu'au Fonds français, nous sommes toujours efforcés de négliger en fait aucune dimension de l'alimentation. Quand je dis ça, je vous apprends rien. En tout cas, j'apprends rien à ceux et à celles qui nous connaissent bien. Et nous pensons en fait que cette ouverture est absolument indispensable si on veut comprendre les comportements et si on s'interroge sur la façon de les faire évoluer dans des directions qui sont favorables, soit à la santé, soit, on va le voir aujourd'hui, à l'environnement. Alors aujourd'hui, bien sûr, tous les scénarios qui traitent du futur de notre alimentation associent la santé des individus, mais à l'environnement, et les deux questions sont maintenant vraiment indissociables. Et il serait tout à fait paradoxal que dans ce contexte, évidemment, au Fonds français, nous négligions une dimension qui va influencer de plus en plus et nos comportements et à terme, clairement, nos systèmes de valeurs. Donc, ce que je voulais vous dire là, c'est que je pense que vous l'avez compris, c'est que cette conférence, c'est pas juste une incursion dans le domaine de l'environnement, c'est bien quelque chose qui annonce un élargissement de nos thématiques. J'allais dire un élargissement durable de nos thématiques. Alors ce matin, donc, vous allez entendre dans quelques instants deux exposés, Nicole Darmon et Flore Nougared. Dans le premier exposé, Nicole Darmon, que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, et qui est nutritionniste, qui travaille à l'INRAE sur les questions donc de conseils alimentaires, d'évolution des régimes alimentaires et de recherche des moyens de faire accéder l'ensemble de la population, et en particulier les plus défavorisés, à une bonne alimentation, va nous expliquer d'abord, d'abord introduire cette notion d'alimentation durable pour dire qu'il y a souvent plus de dimensions qu'on en retient comme ça quand on regarde le problème un peu vite. Et surtout, elle va nous montrer qu'il n'est pas forcément aussi simple qu'on le pense souvent d'associer environnement et santé, c'est-à-dire d'associer concrètement la qualité nutritionnelle d'une alimentation et son faible impact environnemental, surtout si la contrainte budgétaire est forte. Et vous allez voir qu'à partir d'observations des consommations effectives, des enquêtes, un certain nombre de travaux, et en particulier les travaux récents de Nicole, montrent qu'on peut trouver un chemin qui nous conduise vers une alimentation plus durable, et elle va nous en expliquer les principes. Ensuite, dans l'exposé suivant, Flore Nougared, qui est agronome, ingénieure agroalimentaire, qui travaille sur les questions de nutrition elle aussi, et maintenant sur les questions d'information sur les aliments à l'ADEME, va nous expliquer comment on peut baliser ce chemin que Nicole aura trouvé, comment on peut le baliser pour qu'il soit plus facile de le suivre, pour que le plus de gens possible puissent trouver justement le bon chemin vers cette alimentation durable sans avoir à faire des efforts démesurés. Alors, Flore Nougared est responsable à l'ADEME du projet qui expérimente l'affichage environnemental des produits alimentaires. Cet affichage a un double objectif. D'une part, c'est guider, donc, comme je viens de le dire, les consommateurs sur le bon chemin, le chemin de l'alimentation durable, en les aidant à choisir des produits qui ont l'impact environnemental le plus faible. Mais par ailleurs, cet affichage doit aussi aider et inciter les producteurs à intégrer la dimension environnementale dans la conception de leurs produits, à faire ce qu'on appelle de l'éco-conception. Alors, vous voyez qu'on est déjà là dans un terrain qui nous est très familier. C'était exactement la double ambition de l'affichage nutritionnel simplifié. Vous vous souvenez qu'au Fonds français, nous avons beaucoup contribué et travaillé sur la question de la mise en place du
du Nutri-Score en particulier, dont les objectifs étaient les mêmes, c'est-à-dire à la fois guider les consommateurs et inciter les producteurs à améliorer la qualité des produits. Vous voyez que, à peine entré dans le domaine de l'environnement, on se sent déjà un peu chez nous, et vous allez le constater encore mieux en écoutant maintenant les deux exposés. Juste un mot technique, comme toujours au début de ces conférences, avant de laisser la parole donc à nos deux intervenantes. Je vous rappelle que vous pouvez interagir avec nous de deux façons. D'une part, bien sûr, et avant tout, en posant vos questions dans l'onglet que vous voyez à droite de votre écran qui s'appelle Questions, justement. Et donc, vous pouvez écrire vos questions et je vous invite à les écrire aussi vite que, enfin, dès que vous les avez formulées. Ensuite, ça permet aux autres participants de voter pour vos questions, de les faire remonter dans la pile. Et donc, tout à l'heure, dans la discussion qui va suivre les deux exposés, ça nous permettra de commencer évidemment par les questions qui sont que le plus de participants se posent. Par ailleurs, vous avez aussi un onglet chat que vous pouvez utiliser comme tous les chats, c'est-à-dire en mettant vos réactions spontanées qui appellent pas de réponse, mais que vous avez envie de partager, ou bien en soulevant des problèmes techniques, des difficultés sur, je sais pas, la liaison, ou, enfin des questions techniques qui vous préoccupent. Voilà, je crois que j'ai rien oublié. Il me reste juste une chose à faire maintenant, c'est à vous souhaiter une excellente conférence, et puis je vous retrouve donc tout à l'heure à l'issue des deux exposés pour les questions et pour les débats. Bonjour à toutes et à tous, et merci de vous être connectés ce matin pour cette conférence. Je voudrais aussi remercier vivement le FAS et Pierre Combris pour l'organisation de cette conférence et pour m'avoir invité à venir parler d'alimentation durable ce matin. Et je voudrais en profiter aussi pour dire un grand merci à tous les collègues et à tous les étudiantes et étudiants avec lesquels j'ai mené depuis plus de 10 ans maintenant les travaux sur lesquels je vais m'appuyer pour cette présentation et qui nous ont permis de mieux comprendre collectivement les enjeux de cette problématique de l'alimentation durable et de pouvoir aussi dégager quelques pistes qui soient crédibles pour l'action. Donc, le titre qui m'a été donné, c'est « Une alimentation plus durable, oui, mais comment ?» Alors, pour commencer, je partirai de la définition de l'alimentation durable qui a été donnée par la FAO en 2010. Je pars de cette définition parce que c'est vraiment de cette définition dont nous sommes partis il y a 10 ans quand nous avons commencé des recherches dans ce champ. Et je vais vous la lire intégralement. Donc, les régimes alimentaires durables ont de faibles conséquences sur l'environnement. Ils contribuent à la sécurité alimentaire et nutritionnelle ainsi qu'à une vie saine pour les générations présentes et futures. Les régimes alimentaires durables contribuent à protéger et à respecter la biodiversité et les écosystèmes. Ils sont culturellement acceptables, économiquement équitables et accessibles, abordables, nutritionnellement sûrs et sains, et ils permettent d'optimiser les ressources naturelles et humaines. Donc, une très belle définition, très ambitieuse et en fait très utile aussi. Alors, pourquoi j'ai mis des couleurs? En fait, ces couleurs, elles représentent les 4 dimensions de l'alimentation durable sur lesquelles nous avons travaillé. La première, c'est naturellement la nutrition et la santé, puisque moi, je suis nutritionniste et épidémiologiste en santé publique. Donc, à travers cette phrase qui dit que l'alimentation durable doit être nutritionnellement adéquate, saine et sûre. Bien sûr, il y a l'environnement, protectrice et respectueuse de la biodiversité et des écosystèmes, mais il y a aussi l'acceptabilité culturelle, qui est un volet extrêmement important, parce que si ça n'est pas culturellement acceptable, ça ne sera pas durable, et aussi, bien sûr, le volet économique qui est complexe, puisqu'il faut à la fois que cette alimentation soit économiquement viable pour les producteurs, mais aussi accessible et abordable pour les consommateurs. Et c'est quand on a le respect de ces 4 dimensions à la fois qu'on va pouvoir parler d'alimentation durable. Alors, peut-être que ça va vous étonner, mais je vais commencer par la dimension économique. Pourquoi? Parce que c'est celle sur laquelle moi j'avais travaillé avant de connaître cette définition et avant même qu'elle existe en fait.
et aussi un petit peu peut-être pour frapper les esprits, pour bien vous dire que l'alimentation durable, ça n'est pas que l'environnement, c'est aussi l'environnement. Donc, que peut-on dire sur l'accessibilité financière de l'alimentation? On peut estimer le coût de l'alimentation. Alors, soit on fait des enquêtes sur les achats, mais on peut aussi estimer le coût journalier de l'alimentation des adultes à partir des enquêtes de consommation comme l'enquête 1K, en affiliant un prix moyen aux aliments. Et quand on fait de la sorte, on arrive à un coût moyen de 8 € par jour et par personne, par adulte. Bien sûr, vous savez que derrière les moyennes, il se cache toujours une grande une grande variabilité. Et là, vous la voyez, cette variabilité interindividuelle, elle est très importante et elle est expliquée en très, très grande partie par les apports énergétiques. Selon que les personnes vont avoir des apports énergétiques très faibles ou très élevés ou intermédiaires, eh bien, le coût de l'alimentation va évoluer de façon linéaire et positive. Donc, il y a une corrélation positive forte entre calories et coût. Et donc, ça implique que il ne va pas falloir manger plus que nécessaire si on veut maîtriser les coûts. Et puis, ça veut dire aussi que, bien sûr, il ne faudra pas gaspiller. Alors, la dimension économique, c'est aussi les inégalités d'accès à l'alimentation qu'il faut regarder. Et des inégalités d'accès, on en a en France, comme dans beaucoup d'autres pays, bien sûr. Et ici, j'ai juste reporté les différences en fonction du revenu des ménages. Donc, vous avez ici les ménages qui sont rangés par décile. Donc, ici, les 10% qui ont les plus faibles revenus et là, les 10% qui ont les plus forts revenus. Et vous avez, avec cette courbe rose, les dépenses alimentaires pour le domicile, les dépenses pour l'alimentation à domicile. Vous voyez qu'assez logiquement, cette courbe va descendre quand le revenu diminue. Si bien que voilà, plus les gens ont un revenu faible, plus les foyers ont un revenu faible, plus les dépenses pour l'alimentation seront faibles également, de l'ordre de 8 € par jour pour l'ensemble du foyer dans le premier décile. Si vous regardez maintenant la courbe orange, elle va dans l'autre sens. En fait, elle est un miroir presque de la première. Et cette courbe, c'est quoi? C'est la part des dépenses alimentaires dans les dépenses totales. Et cette courbe, au contraire, elle augmente quand le revenu diminue. Ça veut dire que pour un foyer qui est situé ici, eh bien, en fait, il va être soumis à une double contrainte budgétaire sur son alimentation. D'une part, il a peu d'argent à consacrer à cette alimentation et malgré cette faible quantité d'euros à consacrer à l'alimentation, ça pèse lourd dans son budget. Donc, en fait, on est dans une situation où les dépenses alimentaires des plus pauvres, elles sont faibles en valeur absolue, mais elles pèsent lourd dans leur budget. Et ça, c'est de nature à expliquer une partie des choix alimentaires des populations défavorisées qui sont en général, alors on est toujours sur des moyennes, mais en moyenne, ces consommations alimentaires sont plus défavorables quand les personnes sont dans un statut socio-économique plus faible. Ici, vous avez à nouveau l'exemple du revenu et vous voyez que pour les personnes qui ont un plus faible revenu, ici c'est le premier quartile, eh bien, on a un gradient socio-économique de la consommation des fruits et légumes qui diminue quand le revenu diminue, des féculents qui augmentent quand le revenu diminue et aussi des produits sucrés qui augmentent quand le revenu diminue. On voit aussi d'ailleurs, mais là pas sur ce graphique, mais qu'il y a aussi une moindre consommation de poissons. Donc il y a vraiment une relation importante entre l'économie et surtout le budget alimentaire et les choix alimentaires. Et ça s'explique en fait par une variable assez simple. Alors ça s'explique, bien sûr, ce n'est pas uniquement l'économie et les contraintes budgétaires qui expliquent les choix alimentaires, mais ils y contribuent fortement et ils y contribuent d'autant plus fortement que les personnes ont un faible statut socio-économique et en particulier un faible budget. Et cette variable que je vous montre là, c'est le coût des calories dans les aliments, le coût des calories apportées par les aliments. Et j'ai positionné sur ce graphique
les moyennes de cette variable pour les grands groupes d'aliments. Donc ici, fruits et légumes, la viande et poissons, ici des plats mixtes, produits laitiers, produits sucrés salés, céréales, pommes de terre, légumes secs et matières grasses ajoutées. Je les ai rangés par ordre décroissant et vous voyez que les fruits et légumes, mais aussi la viande et le poisson, sont les sources les plus chères de calories dans notre alimentation. À l'opposé, les produits sucrés et salés, les céréales, les pommes de terre et les matières grasses ajoutées sont les sources de calories les moins chères. Malheureusement, ces groupes d'aliments sont des très bonnes sources de vitamines, de minéraux et de fibres pour les fruits et légumes, alors que les produits sucrés salés ont peu d'intérêt. Les céréales raffinées, puisque c'est surtout des céréales raffinées que les gens consomment, ont également un intérêt modeste sur le plan de la nutrition et de la santé. Donc, on a un problème là qui fait que finalement, la hiérarchie des prix n'est pas favorable à l'équilibre alimentaire de façon spontanée. Et il y a finalement une logique purement économique à se tourner vers des aliments de forte densité énergétique, puisqu'ici, finalement, on retrouve des aliments de forte densité énergétique, puisqu'ils fournissent des calories pas chères, quand les contraintes de budget sont sévères, et c'est de nature à expliquer en partie les déséquilibres alimentaires dans les populations défavorisées. Alors, la question, c'était une alimentation durable, oui, mais comment? Donc là, une première partie de la question, ça va être, est-ce que malgré cette difficulté, finalement, cette hiérarchie des prix qui n'est pas favorable à la nutrition, est-ce qu'on peut quand même trouver des solutions? Eh bien, oui, c'est possible, et en s'appuyant, désolé pour la faute d'orthographe, en s'appuyant sur la hiérarchie du coût des calories dans les aliments. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on a deux groupes chers, les fruits et les légumes, la viande et le poisson. Eh bien, il va falloir reporter un petit peu du budget pour acheter des fruits et légumes parce qu'on n'en consomme pas assez et maîtriser les dépenses pour la viande, en particulier pour la viande. Dans les deux groupes intermédiaires, il va falloir plutôt aller vers les produits laitiers que vers les plats mixtes parce que justement, comme ils sont mixtes, on ne sait pas forcément toujours ce qu'il y a dedans. Et puis, entre produits sucrés salés et tout ce qu'on appelait avant les féculents, céréales, pommes de terre, légumes secs, on va plutôt se tourner vers les féculents, bien sûr, et en favorisant les féculents complets. Et c'est ainsi, en fait, donc en privilégiant les groupes et les sous-groupes d'aliments de bonne qualité nutritionnelle et de bon prix, qu'on va faciliter l'atteinte de l'équilibre alimentaire sans dépenser plus. Et en particulier, c'est très important pour les gens qui ont un petit budget. Bien sûr, quand le budget est trop faible, beaucoup trop faible, ça ne sera pas possible de jongler à travers sur cette hiérarchie. Il faudra une aide alimentaire de qualité. Alors, maintenant, je vais passer à la dimension environnementale. Et vous allez voir, ça va aller plus vite, en fait, puisque quand on a commencé à travailler sur la dimension environnementale avec quelques variables d'impact environnemental, en particulier l'impact carbone, on s'est rendu compte que les choses fonctionnaient à peu près de la même façon qu'avec le prix. Alors, je m'explique. On avait pour la première fois estimé l'impact carbone de l'alimentation des adultes en France à partir de l'enquête 1K2. On a trouvé un impact carbone moyen de 4 kg d'équivalent carbone par jour. Il est possible qu'aujourd'hui, cette valeur soit plus élevée d'ailleurs parce que les données, les valeurs ont changé et ça sera d'ailleurs une partie de la thématique qui suivra. Donc, derrière cette moyenne se cache une grande variabilité individuelle. Comme pour le coup, cette variabilité interindividuelle, elle est fortement expliquée par les différentiels d'apport énergétique. Donc, la conclusion, elle est tout à fait semblable. Ça veut dire que si on mange moins ou pas plus que ce dont on a besoin, si on gaspille moins, on va impacter moins. Cet effet quantité, il est très, très important. Il ne faut pas l'oublier. Alors, bien sûr, il faut après regarder au-delà de l'effet quantité. Et donc, au-delà de l'effet quantité, c'est quoi? C'est la qualité.
Et donc, c'est aussi une chose qu'on a voulu faire très rapidement, dès qu'on a eu accès à ces données. Et on a voulu regarder quelles étaient les corrélations entre la qualité nutritionnelle de l'alimentation et son impact environnemental. En particulier, ce que je montre là, c'est l'impact carbone. Donc, on a utilisé plusieurs indicateurs de qualité nutritionnelle, et en particulier le MAR, qui est un indicateur de bonne qualité nutritionnelle puisqu'il reflète la teneur en nutriments essentiels dans l'alimentation. On a utilisé le MER, Mean Excess Ratio, donc c'est le contraire, c'est un indicateur de mauvaise qualité nutritionnelle qui reflète la charge de l'alimentation en nutriments dont il est conseillé de limiter la consommation. Et puis la densité énergétique qui également est un indicateur de mauvaise qualité nutritionnelle puisque plus elle est élevée, plus il y a moindre la qualité nutritionnelle et surtout plus le risque de surconsommer des calories par rapport aux besoins est important. Et quelle n'a pas été notre surprise de voir qu'en fait, les relations allaient en sens opposé à ce que l'on avait cru qu'il se passerait. On imaginait qu'on aurait plutôt une meilleure qualité nutritionnelle associée à un faible impact carbone, mais c'est le contraire qu'on a vu. Comme vous le voyez ici, l'indicateur de bonne qualité nutritionnelle est positivement corrélé à l'impact carbone et les deux indicateurs de mauvaise qualité nutritionnelle étaient corrélés négativement. Donc, c'était une surprise. En même temps, c'était assez stimulant pour essayer de comprendre pourquoi c'était comme ça. Et je vais vous donner, en une diapo, je vais essayer de vous expliquer pourquoi c'est possible d'avoir cette relation inattendue. Si on compare, et c'est un petit peu trop souvent ce qui avait été fait pendant longtemps, et ça se fait encore aujourd'hui, par exemple, avec la Eat Lancet Diet, on part sur des diètes un peu caricaturales et définies a priori. Donc là, j'ai mis volontairement 2 diètes caricaturales que tout oppose en termes de qualité nutritionnelle. À droite, vous avez une diète méditerranéenne, de type méditerranéenne, donc très diversifiée, équilibrée. Et puis à gauche, vous avez de la junk food, ce qu'on a appelé Western Diet, ce qu'on a appelé calories vides, ce qu'on appelle aujourd'hui aliments ultra-processés. Donc, si on se demande quelle est la plus durable entre les deux, spontanément, on va dire c'est la diète méditerranéenne qui est plus durable, puisqu'elle est plus saine et que dans la durabilité, il y a la qualité nutritionnelle et la santé. Mais finalement, ce n'est pas si évident que ça, qu'elle soit plus durable, puisque le durable, c'est pas seulement la santé, mais c'est aussi l'environnement et les autres dimensions. Alors, je m'explique. La densité énergétique de la diète de type junk food, elle est de 300 kilocalories pour 100 grammes. À l'opposé, la densité énergétique d'une diète idéale devrait être de 125-130 kilocalories pour 100 grammes. Ça veut dire que pour un individu qui a un besoin énergétique de 2000 kilocalories par jour, il lui suffit de consommer 660 grammes de la junk food pour avoir ces calories, alors que s'il consomme la diète méditerranéenne idéale, il va falloir qu'il ingère 1,6 kg d'aliments par jour, parce que ce sont des aliments de faible densité énergétique qui, par ailleurs, bien sûr, ont une très bonne densité nutritionnelle. Mais comme il y a une relation positive forte entre les quantités et l'impact carbone, donc tout à l'heure, j'ai montré la relation avec les calories, mais là, vous l'avez avec les quantités, elle est forte également. Eh bien, vous voyez que le fait de manger une diète équilibrée, ça oblige finalement à manger des quantités importantes. Et comme les quantités importantes sont corrélées à l'impact carbone, c'est ça, en fait, c'est exactement ce phénomène-là qui expliquait pourquoi on avait trouvé, et elle existe, elle a été retrouvée par d'autres équipes après, cette relation entre la qualité nutritionnelle et l'impact carbone, mais pas dans le sens attendu. Bon, ce type d'exercice que je viens de faire là, il est aussi très limité. Quand on raisonne sur des diètes caricaturales, on arrive souvent à des impasses. Et une des raisons pour lesquelles on arrive à une impasse, c'est qu'on n'a pas la dimension culturelle. Parce que personne ne mange comme ce qui est à gauche, mais personne non plus ne mange tous les jours la diète méditerranéenne idéale.
Donc, faisons rentrer un petit peu la culture là-dedans. Et la culture, c'est quoi? L'acceptabilité culturelle, c'est quoi? C'est ce que font les gens, ce qu'ils font aujourd'hui. On peut raisonnablement supposer que c'est ce qui est acceptable pour eux aujourd'hui. Donc, quelle est l'alimentation plus durable d'aujourd'hui? C'est ce que nous avons cherché à savoir dans la population française en regardant dans l'enquête alimentaire, il s'agissait d'un cas 2 à nouveau, si on pouvait trouver des individus qui avaient une alimentation plus durable que les autres. En regardant si on avait des personnes qui avaient à la fois une alimentation de meilleure qualité nutritionnelle que les autres, donc d'une qualité nutritionnelle supérieure à la médiane, et un impact carbone plus faible que les autres, donc inférieur à la médiane. Et est-ce qu'on a cherché à savoir si on avait des individus à l'intersection de ces deux exigences? Nous en avons trouvé 20%, donc un adulte sur 5 a déjà aujourd'hui une alimentation plus durable que les autres. Son alimentation est plus équilibrée et il a un impact carbone plus faible, enfin cette alimentation a un impact carbone aussi plus faible, de 20% en moyenne. Évidemment, on a voulu savoir ce que ces gens mangeaient. Et ce qu'on a trouvé, donc ils sont là, on les appelle aussi les déviants positifs parce qu'ils sont différents des autres, mais positivement différents. Et donc, vous avez ici la colonne de droite qui représente ces déviants positifs. On retrouve le fait qu'ils mangent moins que les autres, donc il y a l'effet quantité qui joue, puisque voilà, quand on mange moins, on aura un impact plus faible. Mais bien qu'ils mangent moins, ils mangent mieux parce qu'ils ont un meilleur équilibre. Alors, ils ont une très bonne diversité alimentaire, ils mangent de tous les groupes, c'est ce que vous voyez, toutes les couleurs sont représentées, mais la contribution de certains groupes est plus importante que d'autres. Les féculents, et en particulier les féculents non raffinés, les céréales complètes, sont plus importantes chez eux. Ils consomment aussi plus de fruits et de légumes. Pour les produits laitiers et les poissons, ça n'est pas différent. Et ils consomment moins de viande, mais ils en consomment quand même. Et en plus, on a vu, en utilisant l'estimation du coût dont je vous parlais tout au début, c'est-à-dire en affiliant aux aliments un coût moyen, eh bien, on voit que ces personnes dépensent, enfin, ce n'est pas des dépenses, mais le coût de leur alimentation est également un petit peu plus faible. Donc, voilà, aujourd'hui, il y a des gens qui ont déjà une alimentation meilleure que celle des autres. Elle est diversifiée, elle est frugale, ils ne mangent pas plus que ce dont ils ont besoin probablement. Elle est flexitarienne dans le sens où il y a moins de viande et en moyenne même, elle pourrait être moins chère. Alors, comment c'est possible finalement? Comment font ces gens? Donc, on va reposer la même question, une alimentation plus durable, comment faire? En intégrant l'environnement cette fois-ci. On va reprendre exactement le même type de raisonnement en s'appuyant cette fois sur la hiérarchie des impacts environnementaux des catégories d'aliments. Donc là, ce que j'ai posé, c'est l'impact carbone, en m'appuyant sur les données les plus récentes, donc les données Agribalise. Et comme pour tout à l'heure, comme pour le prix, je l'ai exprimé pour 100 kilocalories. Donc, vous avez l'impact carbone pour 100 kilocalories de bœuf et d'agneau, de poisson, de porc et de volaille, etc. Donc, vous avez les aliments qui sont classés ici dans un ordre décroissant d'impact carbone à peu près. Enfin, ce n'est pas tout à fait décroissant parce que j'ai mis les produits animaux à gauche et les produits végétaux à droite. Et pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'effectivement, une première chose qu'on voit, c'est que les produits animaux ont un impact plus fort que les produits végétaux. Donc, si on veut aller vers une alimentation moins impactante, il va falloir aller vers plus de végétal pour la simple et bonne raison qui est très, très évidente sur cette diapositive. Mais il y a aussi une chose qui est intéressante, c'est qu'au sein des produits animaux, certains sont moins impactants que les autres. Et en particulier, les productions animales, le lait, les produits laitiers et les œufs sont moins impactants que la chair animale. Et au sein des viandes, eh bien, on voit qu'effectivement, la viande de ruminants, bœuf et agneau, est la plus impactante. J'ai dû couper d'ailleurs l'échelle parce que c'est très élevé, c'est vraiment très élevé. Donc, si on mange du porc et de la volaille, ça aura
un plus faible impact carbone que si on mange du bœuf et de l'agneau. Et puis, au sein des produits végétaux, donc on va, comme pour la nutrition, on va avoir besoin de fruits et de légumes. Vous voyez que les fruits et légumes, ils n'ont pas un impact totalement négligeable quand il est exprimé pour 100 kilocalories, mais on en a besoin, il va falloir les augmenter. Et puis, on a exactement la même chose qu'avec ce que je vous montrais sur le coût tout à l'heure. On a des produits qui ont un faible impact carbone. Ils ont aussi, si on regarde les autres impacts environnementaux, ils sont faibles aussi. C'est les produits sucrés, les produits céréaliers raffinés, les matières grasses végétales. Pourquoi? Parce que ce sont des produits végétaux très basiques. Et donc, ils ont un faible impact carbone, mais ils ont aussi une très faible qualité nutritionnelle. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Eh bien, déjà, il va falloir plutôt augmenter vraiment considérablement la quantité de légumes secs consommés. Et en ce qui concerne les produits céréaliers, passer au complet. Vraiment, passer au complet, ça va aider à augmenter les fibres et les vitamines, les minéraux, comme vous le savez. Donc là, je vais vous prendre l'exemple du panier français moyen pour être encore un petit peu plus concret et pour pouvoir aller même encore un petit peu plus loin que l'alimentation durable d'aujourd'hui pour essayer de voir finalement quel serait le panier durable de demain. Donc, je me suis appuyée sur des modélisations et des calculs pour arriver à ce panier durable de demain, mais en partant du panier du français moyen, qui est équivalent à ce qui est donc ce qu'on peut voir sur les consommations alimentaires des adultes dans l'enquête 1-4-3 et en rapportant ça à la semaine. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire vraiment pour avoir le panier durable de demain? Donc, vraiment, c'est celui de demain parce que avec ce que je vais vous proposer là, finalement, on arrivera à une réduction de l'impact carbone de 40% par rapport au panier du français moyen et une alimentation en termes de qualité nutritionnelle qui sera optimale. Donc, ça voudrait dire qu'il faudrait vraiment augmenter les fruits et légumes. Ben voilà, on le savait, il faut le faire, il faut vraiment le faire, et il faut même beaucoup les augmenter. Il faudrait aussi augmenter les produits céréaliers, les légumes secs et le pain, mais en passant au complet. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour le pain blanc, on va juste garder les mêmes quantités, mais passer au pain complet. Pour les produits céréaliers, on va augmenter un peu et puis surtout, on va passer au complet et puis jongler, jouer sur la diversité parce qu'il y en a beaucoup, de la diversité dans ces produits-là. Et les légumes secs, c'est vraiment carrément une introduction des légumes secs parce qu'aujourd'hui, on n'en consomme pratiquement pas. Et donc, il faut vraiment les introduire de façon importante et, par exemple, en suivant les recommandations du PNNS, qui sont de 2 portions par semaine, ce sera déjà extrêmement bien. Pour les produits laitiers, pour les œufs, pour le poisson, on a besoin de rien changer par rapport à ce que consomment les Français en moyenne actuellement. Si on reste comme ça, on a une alimentation qui est nutritionnellement adéquate et d'impact carbone et environnemental tout à fait satisfaisante. Pour les viandes et les charcuteries, là, c'est là qu'il va falloir se retrousser les manches pour vraiment changer les comportements. Aujourd'hui, un Français moyen consomme 700 grammes par semaine de viande et de charcuterie. Eh bien, il va falloir passer à 250 grammes avec de la diversité si on veut. Sinon, si on n'a pas l'habitude de consommer de la viande rouge, bien sûr, on ne va pas se mettre à en consommer. Et si on n'a pas l'habitude de consommer de la charcuterie, on ne va pas non plus se mettre à en consommer. Donc, un petit moyen mnémotechnique par rapport à ça, ah oui, j'ai oublié que, bien sûr, mais ça, on le sait, il faut diviser par 2 les produits gras, sucrés et salés dans ce panier durable de demain parce que voilà, c'est important pour la qualité nutritionnelle. Et donc, un petit moyen mnémotechnique que je vous donne, c'est que finalement, ça revient à consommer dans la semaine un jour des œufs, un jour du poisson gras, on en a besoin pour la vitamine D et les acides gras essentiels oméga 3 à l'enchaîne, un jour du poisson maigre,
un jour de la viande blanche, un jour une autre viande, bon, de la viande rouge si on aime ça, et puis éventuellement aussi encore un jour, le 6e jour, une tranche de jambon parce que c'est pratique, mais ça peut aussi être à nouveau des œufs ou à nouveau une autre viande. Et puis le 7e jour, on essaye de se passer d'œufs, de viande et de poisson pour essayer de faire une journée sans ces produits-là. Donc voilà, c'est juste un exemple. Le plus important, c'est que les gens partent du point où ils sont pour faire un pas vers plus de durabilité. Mais voilà, pour un Français moyen, ça donnerait ça pour aller vraiment vers un panier beaucoup plus durable qu'aujourd'hui. Alors, je vais juste attirer votre attention, mais vous l'avez un peu compris, hein, sur vraiment faire attention au raisonnement simpliste qui assimile le végétal et le sain. Tout ce que vous voyez là sur cette diapositive, c'est très végétal, c'est parfaitement et totalement végétal, mais ça n'est pas sain du tout. Et ça pose un problème parce que c'est pas cher et il se trouve en plus que c'est pas impactant en termes d'impact carbone et sur d'autres impacts environnementaux. Donc on n'a pas tout ne va pas toujours dans le même sens et toujours dans le bon sens. Alors est-ce qu'on peut y arriver? Est-ce que c'est possible ça de réduire la consommation de produits carnés en France? On a des bons signaux. Il y a ce travail du CREDOC qui, grâce aux enquêtes CECAF qui sont menées très régulièrement, peuvent suivre des évolutions sur la consommation des différents produits. Et ils avaient montré qu'effectivement, on observe une vraie tendance à la réduction de la consommation de produits carnés. Donc, ça veut dire quand même qu'une alimentation plus durable, on peut s'y mettre tout de suite. Certains y sont déjà. Hein, on a vu déjà avec les déviants positifs qu'il y avait des personnes qui avaient déjà une alimentation plus favorable sur différentes dimensions de la durabilité. Je voulais juste dire que c'est vrai que quand on parle d'alimentation végétalisée, on s'inquiète un peu sur la biodisponibilité. Donc nous avons fait des études là-dessus en essayant de regarder d'un peu plus près pour voir s'il y avait des risques notamment sur le fer, sur le zinc et sur les protéines. Quand on réduit pour aller vers une alimentation qui a un moindre impact environnemental, donc forcément elle a moins de viande et moins de produits animaux. Et en fait, dans les différents modèles qu'on a pu regarder, on s'est rendu compte que de toute façon, on a besoin d'un rééquilibrage végétal et animal, même quand on tient compte de cette biodisponibilité, et que, grosso modo, dans l'idéal, et ça confirme des choses qu'on entend depuis longtemps, eh bien, il faudrait un rapport protéines végétales, protéines animales, 50-50. Je voulais juste vous signaler qu'il y a un autre document de la FAO qui est sorti en 2019, donc presque 10 ans après la première définition de l'alimentation durable, qui est plus opérationnel dans le sens où ça n'est pas juste une définition de ce que c'est que l'alimentation durable, mais c'est des éléments sur ce qu'il faudrait, les choses auxquelles il faudrait répondre pour aller vers cette durabilité. Et notamment, je vous signale, parce que je trouve que c'est vraiment très, très important, qu'il y a un point spécifique sur la lutte contre les inégalités de genre et l'allocation du temps. Et c'est très important. Pourquoi? Parce que les 2 premiers points qu'ils ont mis, c'est 1, l'allaitement, et 2, d'avoir une diversité d'aliments peu ou pas transformés, ce qui veut dire quand même faire la cuisine, sachant que c'est 75% du temps féminin, le temps passé à faire la cuisine. C'est quand même très rassurant que la FAO et l'OMS aient pensé à dire que oui, mais il ne faut pas que ce soit que les femmes. Alors évidemment, l'allaitement, ce sera les femmes forcément. Donc voilà, je voulais terminer sur juste ce constat. Je pense qu'il va conforter tous les nutritionnistes dans ce qu'ils disent depuis toujours. C'est que équilibre, diversité et modération, ça reste tout à fait d'actualité quand on parle d'alimentation durable, comme quand on parlait d'alimentation favorable à la santé uniquement, la santé de l'homme. Aujourd'hui, c'est la santé de l'homme et la santé de la planète.
Et la question aussi, c'est pas tant de savoir de combien réduire la consommation de viande ou de combien augmenter la consommation de produits végétaux. C'est vrai que là, je me suis un petit peu appliquée à donner des chiffres, puisque la question, c'était comment y arriver. Mais c'était pour un panier moyen, un Français moyen. Ni vous ni moi ne sommes des Français moyens. Et donc, ce qui compte, c'est que chacun, je l'ai déjà dit, hein, puisse faire un pas dans cette direction, et chacun à partir de son propre point de départ. Voilà. Donc, j'ai terminé et je vais laisser la parole à Flore Nougared qui va vous faire une présentation sur l'expérimentation sur l'affichage environnemental. Et puis, je vous retrouve après hein, pour des questions. J'espère que vous en aurez et que nous allons pouvoir échanger. Bonjour à tous. Pour ma part, je vais vous parler de l'affichage environnemental des produits alimentaires. Donc, il y a une expérimentation qui est actuellement en cours en France sur le sujet, qui est pilotée par l'ADEME et le ministère de la Transition écologique. Donc, aujourd'hui, l'idée, c'est pas de répondre à toutes les questions sur le sujet, de vous donner ce qui va être fait plus tard, mais plutôt de présenter les travaux en cours, les problématiques qui se posent et comment on va pouvoir inscrire ces travaux dans le temps pour développer l'affichage environnemental en France. En guise d'introduction, donc, on a parlé du contexte de l'alimentation durable. Il existe des multiples leviers d'action pour réduire les impacts environnementaux de l'alimentation. Ça peut aussi bien reposer sur l'impact des modes de production, de transformation, de distribution, etc., et également sur les comportements alimentaires. Sachant que l'évolution des consommations, potentiellement, ça pourrait induire des bénéfices environnementaux qui sont assez significatifs, mais on a de nombreux travaux qui montrent que ces changements, ils sont difficiles à mettre en œuvre. Donc, on a des pratiques alimentaires aujourd'hui qui sont très ancrées dans les goûts, dans les préférences des individus. Du coup, on a des évolutions de ces pratiques alimentaires qui ont tendance à être lentes et qui sont déterminées par de nombreux facteurs qui sont aussi bien économiques, sociaux, culturels, etc. Dans tous les cas, on a une condition qui est nécessaire à ces changements, c'est de pouvoir être informé, donc être bien informé des impacts environnementaux des produits alimentaires. Et c'est dans ce cadre que s'inscrit l'affichage environnemental, qu'on pourrait définir comme toute démarche qui vise à transmettre aux consommateurs qui sont en situation de choix ou d'achat alimentaire des informations sur les caractéristiques environnementales des produits qui sont sur le marché. Donc aujourd'hui, je vais vous parler déjà du contexte dans lequel s'inscrit cette expérimentation, des enjeux, des objectifs, du cadre réglementaire qui l'encadre. Et après, je vais plutôt parler du déroulé concret de l'expérimentation avec son protocole et faire un petit focus sur les différentes problématiques qui se posent à nous. Donc, pour ce qui est du contexte, il faut savoir qu'aujourd'hui, la question environnementale, elle est de plus en plus perçue comme importante par les consommateurs. Et pourtant, c'est une volonté qui a du mal à se traduire en acte d'achat. Notamment parce qu'on a d'autres facteurs qui peuvent être plus prioritaires, par exemple le prix ou les goûts alimentaires de chacun. On manque d'une information qui est claire et synthétique. Aujourd'hui, sur les produits alimentaires, on a beaucoup d'informations, on a l'origine, etc. Mais on n'a pas quelque chose qui donne quelque chose de global forcément pour le consommateur. Et c'est un sujet qui est complexe pour lequel le consommateur n'est pas forcément assez outillé de nos jours. Donc, ce qu'on observe depuis quelques années, c'est qu'on a une demande qui est croissante des consommateurs pour plus de transparence sur les caractéristiques de leurs produits et notamment les caractéristiques environnementales des produits. Pourtant, ce n'est pas un sujet qui est tout à fait nouveau, parce qu'on a des travaux qui sont engagés depuis une dizaine d'années, un peu plus d'une dizaine d'années, notamment suite au Grenelle de l'environnement de 2009. Donc aujourd'hui, on a de nombreuses connaissances qui sont disponibles, notamment via des bases de données environnementales qui n'étaient pas forcément disponibles il y a une dizaine d'années, des publications scientifiques, etc. Donc, on commence à avoir pas mal de choses et de pouvoir se dire qu'on est capable en France aujourd'hui d'avancer un peu plus loin vers l'affichage environnemental. On observe également qu'on a des initiatives qui sont en cours de développement, des initiatives privées, des applications numériques, etc. Et on a une véritable volonté d'éviter qu'il y ait une prolifération de systèmes qui soient basés sur des méthodes différentes, qui ne soient pas forcément validés, etc. Et de créer la confusion pour le consommateur. Donc l'idée, ça serait de construire un cadre collectif qui soit transparent et qui aide notamment à renforcer la confiance des consommateurs. Ce sont des travaux qui bénéficient d'un portage politique assez fort et d'un calendrier très contraint. Donc, on
on a eu des annonces présidentielles, ministérielles sur le sujet. C'est une des mesures de la Convention citoyenne pour le climat. C'est inscrit dans le projet de loi climat et résilience dont je parlerai un petit peu tout à l'heure. Donc, on a vraiment un contexte qui est au plein cœur de l'actualité. L'idée aujourd'hui, c'est de construire une vision collective qui soit au service de la société civile et des politiques publiques. On va avoir des choix techniques à faire, qui sont, par exemple, identifier les meilleures sources de données, mais également d'autres choix qui sont plus d'ordre politique. Par exemple, quelle importance donner à certains enjeux par rapport à d'autres. Donc, l'idée, ça va être d'articuler ces connaissances techniques avec des choix politiques à faire. Les travaux qu'on mène actuellement ne prétendent pas résoudre tout et vont devoir s'inscrire dans le temps. L'idée, c'est d'essayer d'aller le plus loin possible dans les préconisations aujourd'hui. Et il faut savoir qu'en cas d'échec, entre guillemets, c'est-à-dire si on déclare qu'on n'arrive pas à faire quelque chose aujourd'hui, il ne va pas rien se passer en fait. Ce qu'on va observer, ça va plutôt être un développement désordonné. Il va y avoir des choses qui vont se passer, mais pas forcément de façon collective au niveau français. Donc les grands enjeux de cette expérimentation, c'est d'essayer de faire émerger des méthodes qui s'appuient sur des projets privés ou publics, d'arriver à un dispositif qui soit opérationnel et déployable à grande échelle, pour fournir aux consommateurs une information qui soit à la fois objective, fiable, aisément contrôlable et qui soit compréhensible. Donc, et dans tous les cas, on essaie d'être, enfin, on se doit d'être en cohérence avec les politiques publiques en cours. On a un affichage environnemental, du coup, qui doit répondre à deux objectifs complémentaires. Le premier, c'est d'informer le consommateur, donc pour l'aider, le guider dans ses choix alimentaires et pour l'orienter vers des consommations alimentaires plus durables. Et l'autre objectif, c'est d'encourager l'éco-conception, donc de faire évoluer l'offre des produits alimentaires et des modes de production vers des produits plus durables. Donc on a vraiment ces deux objectifs qui sont complémentaires et sur lesquels on doit travailler pour notre affichage environnemental. Donc je vais faire un tout petit focus sur le cadre réglementaire qui encadre cette expérimentation. En fait, le projet est parti de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, aussi appelée loi AGEC, de février 2020, qui met en place une phase d'expérimentation de 18 mois pour tester différentes méthodes. Et donc, on a différents secteurs qui sont concernés, dont le secteur alimentaire. À l'issue de quoi, il y aura une évaluation qui sera remise au Parlement. Et suite à cette évaluation, seront éventuellement prises des mesures réglementaires pour encadrer l'affichage environnemental en France. Donc ça, ce sera vraiment la dernière phase du projet et ce qui sera très dépendante de ce qui sera fait avant. Et pour être un petit peu plus au cœur de l'actualité, donc ça, c'était le cadre réglementaire donc qui a lancé les travaux. Aujourd'hui, on est en pleine discussion, enfin, les discussions sont en cours pour le projet de loi climat et résilience. Donc, on a une stabilisation du projet de loi qui est attendu vers fin avril pour un vote à l'automne. Et l'article 1 porte justement sur l'affichage environnemental. Donc, tout secteur, on n'est pas que sur l'alimentaire, on est sur tout secteur. Il prévoit une phase d'expérimentation de 5 ans pour généraliser l'affichage environnemental. Mais il s'est quand même dit dans les discussions qu'il y a certains secteurs, par exemple le textile ou l'alimentaire, qui, parce qu'ils sont déjà dans des travaux engagés comme notre expérimentation, peuvent et même devraient aller plus vite que les 5 ans qui sont donnés dans le projet de loi. Dans tous les cas, ce projet de loi ne remet pas en cause les travaux actuels. Ça ne remet pas non plus en cause le calendrier de notre expérimentation. Ça montre également que c'est un sujet qui est au cœur de l'actualité et qui va dans tous les cas s'inscrire dans le temps. Pour les grands principes de l'expérimentation, l'idée c'est qu'aujourd'hui elle est très ouverte. On n'a pas encore une méthode qui est fixée, on est ouvert. L'idée c'est que ce soit principalement basé sur l'impact environnemental, l'aspect environnemental, même s'il peut y avoir des questions sociales qui ressortent. L'affichage est possible à différentes échelles, c'est-à-dire qu'on peut très bien être sur un produit, sur un plat, un caddie, en cas de restauration, donc on a vraiment des contextes très différents. Et l'idée, c'est que l'affichage se base principalement sur l'analyse de cycle de vie, comme c'est déjà mentionné dans la loi AGEC de février 2020. Mais d'autres méthodologies sont également possibles, notamment en complément. L'expérimentation, elle se veut également transparente. L'idée, c'est de reposer sur des méthodes qui soient précisément décrites et ouvertes. Et aujourd'hui, l'idée, du coup, c'est de définir quels seraient les meilleurs dispositifs possibles en l'état actuel des connaissances et éclairer les décideurs politiques pour voir ce qu'on est capable de faire aujourd'hui.
Donc maintenant, je vous ai décrit globalement le contexte. Je vais rentrer un peu plus dans le détail sur comment on l'amène, cette expérimentation, et à quelles questions on se confronte, à quelles questions il va falloir répondre dans les mois, voire années à venir. Donc, pour ce qui est de la gouvernance, il y a différentes instances qui pilotent cette expérimentation. Tout d'abord, on a le comité de pilotage qui est l'instance décisionnaire. Donc c'est ce groupe qui va orchestrer tous les travaux, qui va prendre les décisions et qui va coordonner toutes les expérimentations. Il est composé de représentants du ministère de la Transition écologique, de l'ADEME, du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation et du ministère de l'Économie et des Finances. On a également une personne de l'INRAE qui est représentante du conseil scientifique. Du coup, le conseil scientifique, c'est une instance qui est indépendante, qui est composée de chercheurs d'organismes académiques publics, donc ils sont une douzaine, et eux, ils apportent leurs avis sur tous les travaux qui sont menés, donc aussi bien les projets d'expérimentation que tous les autres travaux complémentaires qui pourront être menés, et ils rédigeront à la fin un rapport final indépendant sur lequel on pourra s'appuyer pour le rapport global. Donc c'est vraiment une position d'instance qui est instance scientifique indépendante. Enfin, on a le comité des partenaires, qui est une instance plus large, une instance de concertation qui réunit tous les acteurs, toutes les parties prenantes du secteur. Donc, on va avoir des représentants de l'industrie, de la distribution, des ONG, des applications numériques, etc. Donc, l'idée, c'est d'avoir vraiment les parties prenantes du secteur et de les informer, de les tenir au courant, mais également de recueillir leurs avis sur les différents travaux. Donc, c'est un comité d'une 60aine de personnes qui se réunit environ tous les 4 mois. Et on a un dernier groupe, ce qu'on appelle les groupes transversaux, qui sont constitués en fonction des besoins et sur initiative du comité de pilotage, et qui sont des groupes de travail d'experts qui vont réfléchir à des sujets spécifiques. Donc aujourd'hui, on a un groupe de travail qui réfléchit aux indicateurs et aux méthodes de calcul qui peuvent être mis en place pour l'affichage environnemental. Et on constituera dans les semaines à venir éventuellement un ou d'autres groupes transversaux en fonction des besoins. L'expérimentation, elle est menée sur 2 volets. Un volet qu'on dit expérimental, donc qui se fait via un appel à projet qui a été lancé, qui permet à tout acteur du secteur de contribuer, via des études consommateurs qui vont être mises en place dans les semaines à venir avec des protocoles spécifiques et qui permettront de faire des mesures d'impact. Et enfin, un volet expertise, donc qui repose sur les groupes transversaux dont je viens de parler, et également sur les travaux du conseil scientifique. Donc, qui va réfléchir à différents sujets tels que quels indicateurs, quel format mettre en place, quels sont les moyens, etc. Donc voici assez schématiquement la gouvernance de ce projet. Pour ce qui est du calendrier, donc les travaux ont été initiés en février 2020 par la loi AGEC dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc, on a un calendrier qui est très contraint, vu que la loi nous donne 18 mois pour mener à bien tous ces travaux. Donc, les premiers mois ont servi à constituer la gouvernance que je viens de vous décrire. Ensuite, en septembre, on a lancé l'appel à candidature pour les projets, donc qui était ouvert du coup de début septembre jusqu'à au 15 mars 2021. Donc, les éventuels porteurs de projets ont eu tout ce laps de temps pour déposer leur dossier. En septembre 2021, on a également mis en place le groupe de travail indicateur, donc qui travaille depuis, qui réfléchit depuis au sujet sur les indicateurs. Tous les travaux, du coup, devront s'arrêter en juin 2021. Donc, aussi bien les projets d'expérimentation que les travaux des groupes de travail, que les études consommateurs qu'on va mettre en place là dans les mois à venir. Tout ça pour pouvoir remettre le rapport final au Parlement à l'automne 2021, donc suite à tous ces travaux. Donc, je vais faire un petit focus sur les projets. L'idée, c'est de proposer à toute structure du secteur, donc petite structure, grande structure, public, privé, vraiment tout acteur qui le souhaite, de proposer et de tester un dispositif d'affichage environnemental. Donc ça peut porter sur des produits, sur des catégories de produits. L'idée, c'est que ça s'appuie principalement sur la CV, mais pas forcément uniquement. Et que tous ces projets, ce sont des projets qui sont volontaires. L'idée pour nous, c'est que ces projets contribuent à apporter un éclairage sur un ou plusieurs des sujets suivants, donc les indicateurs et les méthodes de calcul, les formats d'affichage, les modalités de mise en œuvre ou les effets, l'impact des dispositifs sur les populations cibles. Donc par population cible, on entend les consommateurs, mais également les entreprises qui vont mettre en place l'affichage, qui sont également concernées.
Donc aujourd'hui, on a reçu 19 projets. Donc à la fin de la période de dépôt des candidatures, on a reçu 19 projets qui viennent de structures qui sont très variées. Donc par exemple, on a des distributeurs, des applications, une plateforme de vente en ligne, des fédérations sectorielles, de la restauration collective, des étudiants, des cabinets de conseil. Donc vraiment des structures variées qui représentent une grande diversité des acteurs du milieu, qui leur dispositif repose sur des méthodologies qui sont différentes également. Donc il y a un projet qui ne se repose pas sur la CV, mais qui étudie comment faire le parallèle avec cette méthode. On a la plupart des projets du coup qui reposent sur l'analyse de cycle de vie, mais certains vont coupler à d'autres indicateurs, d'autres non. Certains vont utiliser des données qui sont issues de bases de données, donc beaucoup plus génériques. D'autres vont se baser sur des données qui sont calculées spécifiquement par l'entreprise, donc plus spécifiques. Donc, ce qui fait qu'on a un panorama assez large de choses différentes à tester, ce qui va nous mener à des choses intéressantes pour le bilan final. Et on a certains de ces projets qui vont prévoir une phase de test auprès des consommateurs, donc qui va également nous apporter des éléments intéressants. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu plus des problématiques qui se posent à nous, donc notamment via les indicateurs et via les formats. Donc pour les questions d'indicateurs, donc je vous parle d'ACV depuis tout à l'heure, donc d'analyse de cycle de vie, et ça me semblait important de repréciser pourquoi j'en parle et pourquoi on parle de cette méthode. Donc l'ACV, c'est une méthode de quantification des impacts d'un produit sur l'environnement qui se base sur tout son cycle de vie, donc vraiment des matières premières jusqu'à la fin de vie du produit. Et c'est aussi une méthode qui est multicritère, qui prend en compte plusieurs grands enjeux environnementaux. Donc on va avoir par exemple le changement climatique, la qualité de l'eau, de l'air, l'impact sur les sols, la consommation des ressources, etc. Et la méthode européenne propose également ce qu'on appelle le single score. Donc c'est un score qui va agréger ces différents indicateurs, ces différents grands critères environnementaux en un score unique. Aujourd'hui, c'est une méthode qui est reconnue et utilisée à l'échelle internationale, et elle est recommandée car c'est la seule méthode d'évaluation environnementale qui soit à la fois normée, multicritère et multi-étapes, et qui soit applicable à tous les secteurs économiques. Donc là, on parle de l'alimentation, mais du coup, c'est une méthode qui est également utilisée dans beaucoup d'autres secteurs. Donc aujourd'hui, elle est en quelque sorte incontournable pour l'évaluation des produits alimentaires, mais c'est pas pour ça qu'on prétend que ce soit une méthode parfaite. Elle prétend pas couvrir toutes les dimensions, toute la complexité du secteur alimentaire. Et c'est de là que vient l'intérêt, voire éventuellement la nécessité d'utiliser des indicateurs complémentaires. Ça permettrait de compléter là où cette méthode, par exemple, ne prend pas en compte certains enjeux, ou pour lesquels la méthodologie pour prendre en compte des enjeux n'est pas tout à fait robuste aujourd'hui, par exemple. Donc, j'avais envie de vous expliquer un petit peu, parce qu'on n'a pas forcément ces notions, une seule diapositive sur l'impact environnemental des aliments, comment on peut le caractériser un petit peu. Donc, j'ai ici un graphique qui est issu d'une étude qui a été faite sur la base de données Agribalise. Aujourd'hui, la base de données Agribalise, c'est la base de données de référence d'impact environnemental des produits alimentaires en France. Et du coup, ce graphique, il montre deux choses. Il montre déjà la hiérarchisation entre les grandes catégories d'aliments. Donc, on va retrouver des choses qui commencent à quand même être assez connues. Donc, là où on a les plus grands impacts sur les produits carnés, tels que le bœuf, l'agneau, etc. Et là, on va avoir des produits qui ont moindre impact, les fruits et légumes, les céréales, les légumineuses. Donc, ça remontre cette hiérarchisation entre grandes catégories, et ça montre également l'impact par grandes étapes du cycle de vie. Donc là, ce qu'on voit, c'est que en moyenne, l'agriculture a une énorme prédominance par rapport à l'amont agricole. L'agriculture a une énorme prédominance par rapport aux autres étapes du cycle de vie. Elle représente en moyenne 78% de l'impact. Après, on va avoir les autres étapes telles que la transformation, l'emballage, etc. Mais quand même, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une certaine variabilité selon les catégories de produits. Par exemple, si on prend les boissons, l'impact de l'amont agricole va être beaucoup plus faible. Par contre, on va avoir un impact de l'emballage beaucoup plus élevé et un impact du transport beaucoup plus élevé en pourcentage de l'impact total.
Donc ça, c'est des notions qui sont importantes d'avoir en tête lorsqu'on réfléchit aux questions de l'affichage environnemental. C'est pour ça que je tenais à les présenter aujourd'hui. Donc, pour les indicateurs, qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre pour l'affichage environnemental? Donc, nous, on a identifié 4 grands types d'indicateurs. Donc, on va avoir un indicateur qui repose sur le gaz, simplement sur le gaz à effet de serre, donc qui fournit l'empreinte carbone du produit. Donc, un indicateur qui est monocritère, qui a l'avantage d'être aujourd'hui une notion qui commence à être bien assimilée et comprise par les consommateurs, qui est plus simple à comprendre parce qu'elle est monocritère, mais qui du coup prend en compte moins d'enjeux. Ensuite, on va avoir des indicateurs qui reposent uniquement sur l'analyse de cycle de vie et notamment sur le single score dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est ce score qui agrège les différents critères de l'analyse de cycle de vie, donc qui prend en compte les impacts tout au long du cycle de vie, qui est multicritère. Ensuite, on va avoir des indicateurs qui couplent cet ACV à des indicateurs complémentaires. Donc, ça peut se faire soit via bonus-malus, soit via un système de notes. Donc, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'était pour compléter dans les cas où l'ACV ne prend pas en compte certains critères ou les prend mal en compte. Donc, par exemple, on peut dire que la biodiversité est pas prise en compte ou mal par l'ACV. Donc, on peut réfléchir à un indicateur complémentaire. Et enfin, il peut y avoir des indicateurs qui ne reposent pas sur l'analyse de cycle de vie et qui sont issus d'autres méthodes. Donc, on réfléchit dans le cadre de l'expérimentation aux avantages et aux inconvénients de chaque indicateur. Et le groupe de travail qui réfléchit aux indicateurs s'oriente plutôt vers une méthode qui couple ACV et indicateurs complémentaires. Donc, concernant les autres problématiques liées aux indicateurs, on va avoir la question de l'utilisation de données génériques ou spécifiques. Donc, les données génériques sont des données qui sont issues de bases de données qui sont des données moyennes. Donc, si je prends un yaourt aux fruits moyens, par exemple, ce sont des données qui sont accessibles, qui permettraient à une généralisation de l'affichage environnemental, mais qui sont beaucoup moins précises parce qu'elles sont moyennes. À l'opposé, on va avoir des données spécifiques qui, elles, sont très précises, qui reposent sur des données d'entreprise ou spécifiques à un produit, mais qui sont coûteuses à mettre en place et complexes. Et entre les deux, on peut imaginer des solutions de données semi-spécifiques pour lesquelles on ne précise qu'un aspect ou que plusieurs aspects du cycle de vie, par exemple. Donc là, il y a beaucoup de questions qui se posent sur qu'est-ce qu'on spécifie, à quel degré, etc. Une autre problématique qui se pose à nous, c'est comment prendre en compte du coup des sujets qui sont mal pris en compte par la CV. Donc je vous ai mentionné la biodiversité, mais c'est pas le seul. On réfléchit également au stockage du carbone, éventuellement aux pesticides, etc. Ce sont des sujets qui pourraient faire l'objet d'une présentation à elles seules, tant le sujet est large. Ensuite, on va avoir des problématiques de quelle pondération entre ces différents indicateurs. Donc quel poids je donne à la biodiversité, par exemple, par rapport au changement climatique. Et enfin, comment on adapte ces méthodes de calcul au contexte d'utilisation. Donc, par exemple, un contexte de restauration ou un contexte de produits vendus en supermarché. Est-ce qu'il faut se baser sur la même méthode ou non? Donc, tous nos travaux, ils vont apporter un éclairage sur ces différentes questions, mais sans nécessairement les résoudre. Ça ne veut pas dire qu'à la fin de l'expérimentation, on va avoir une solution claire et nette, consensuelle sur tous ces sujets. Il risque d'y avoir besoin de faire des choix politiques et on pourrait éventuellement identifier des travaux complémentaires à mener pour arriver à quelque chose de plus consensuel, par exemple. Concernant les formats d'affichage, donc comment ça se présente pour le consommateur, donc on a différentes questions qui se posent. Est-ce qu'on va avoir quelque chose de multicritère ou non? Est-ce qu'on, si on a quelque chose de multicritère, ça va être agrégé ou non? Si c'est agrégé, est-ce qu'on propose un deuxième niveau de lecture qui permettrait d'avoir plus de détails? Est-ce qu'on veut quelque chose d'informatif ou de prescriptif? Donc quelque chose d'informatif, c'est plutôt quelque chose qui va donner une information sur le niveau de certains critères, alors que prescriptif, ça va plutôt le classer sur une échelle, éventuellement associer à un code couleur et différencier des bons produits de mauvais produits, entre guillemets. Est-ce qu'on veut quelque chose de qualitatif ou de quantitatif? Est-ce qu'on veut mettre une couleur? Donc là, on va avoir différentes propositions à tester via les projets d'expérimentation, mais également via d'autres propositions qu'on peut trouver ailleurs. On peut également s'appuyer sur la littérature scientifique existante et sur l'expérience du Nutri-Score. Donc là, je vous ai résumé ça dans un graphique. Donc si on part sur du monocritère, donc c'est la partie de droite, je vous ai mis des exemples également. Si on est sur quelque chose de descriptif, ça va être par exemple, je donne l'information de l'empreinte carbone. Mon produit, il nécessite tant de kilos de carbone pour le produire, etc. Sur quelque chose de plus prescriptif, on va l'associer à un code couleur ou à une lettre, par exemple. Ce produit, il est faible, il a un impact carbone faible, on va lui mettre une couleur plutôt verte ou plutôt rouge, au contraire, s'il a un impact carbone plutôt élevé.
De l'autre côté, à gauche, du coup, lorsqu'on est sur quelque chose de multicritère, donc on va voir la première question, est-ce que c'est agrégé ou non? Et ensuite, la même question de est-ce que c'est descriptif et prescriptif? Donc là, vous voyez à la fois des exemples en nutrition et en environnement, parce que j'avais pas forcément des exemples partout. Si on prend, le agrégé, dans le cas où c'est agrégé, pour quelque chose de descriptif, on va donner par exemple un chiffre ou une valeur. Quelque chose de prescriptif, on l'associe à une échelle, du coup une couleur. C'est le cas du Nutri-Score, c'est le cas de l'EcoScore aujourd'hui, qui associe sur une échelle avec des lettres et des couleurs. Et dans le cas où c'est pas agrégé, du coup, on va avoir plusieurs critères avec, donc dans le cas descriptif, juste une information avec par exemple un chiffre, et dans le cas prescriptif, de la même façon, associé à une échelle, éventuellement un code couleur. Donc on a différentes propositions à tester, on a beaucoup de questions. Aujourd'hui, on n'a pas forcément la solution, mais on voit quand même qu'il y a pas mal d'options à tester, et on peut se baser quand même sur les travaux existants, sur l'expérience du Nutri-Score. Donc tout ça, ça va être testé dans les mois à venir, via les projets d'expérimentation, via des études consommateurs, et ça permettra d'éclairer les décideurs politiques, pour les décisions à prendre, par la suite. Donc tout ça sera fait dans le bilan global de l'expérimentation, qui sera réalisé par l'ADEME et le comité de pilotage. Avec l'aide de l'ensemble du comité de pilotage, on fera également appel à un prestataire pour nous appuyer sur ces travaux-là. Il prendra en compte les résultats de tous les projets, des études complémentaires qui seront menées, des productions des groupes de travail, des conclusions du conseil scientifique, de tous les travaux qui ont pu être menés pendant cette période de 18 mois. Il pourra éventuellement être complété d'entretiens complémentaires d'acteurs du secteur ou de parties prenantes, en fonction des intérêts. Et il sera remis au Parlement à l'automne 2021. Donc l'enjeu ici, ce n'est plus de dire est-ce qu'on est capable ou non de faire un affichage environnemental, parce que cette expérimentation fait la preuve qu'on est capable aujourd'hui de faire un affichage environnemental dans le secteur alimentaire, c'est possible. Donc c'est une des choses que doit mettre en avant ce rapport final. À ce stade, on n'a aucun choix qui est arrêté, on n'a pas d'affichage officiel. Aujourd'hui, la date où je vous parle, donc parfois il y a eu des confusions dans les médias. Non, aujourd'hui, il n'y a pas une méthode recommandée par les ministères, par l'ADEME ou par l'ensemble du comité de pilotage. On est encore dans une phase très ouverte. Ce qu'on observe, c'est que c'est difficile d'arriver à une méthode qui soit consensuelle. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est identifier toutes les problématiques, les avantages, les inconvénients de chaque point de vue. Tout ça pour éclairer les décideurs politiques pour prendre des décisions, et éventuellement prévoir des travaux complémentaires qui seraient nécessaires. Dans tous les cas, ce sont des travaux qui vont se poursuivre dans le temps, même si dans les mois à venir, on dit on arrive à la méthode qui nous convient. Cette méthode, elle pourra être améliorable dans le temps. Donc, dans tous les cas, c'est vraiment pas un sujet qui va s'arrêter du jour au lendemain. Et il y a la possibilité de mettre en place une gouvernance spécifique au sujet de l'affichage environnemental pour suivre ce sujet, pour suivre comment il va évoluer et comment il va pouvoir se développer dans les années à venir. Donc, voilà ce que je voulais vous dire sur le projet qui va avancer encore dans le temps et qui devrait, du coup, on devrait avoir plus d'informations dans les mois à venir sur toutes ces problématiques. Merci de votre attention. Merci beaucoup à toutes les deux pour ces beaux exposés. Alors, vous avez vu qu'on a beaucoup de questions. Elles sont déjà un petit peu triées. Vous avez répondu déjà à certaines en direct sur le site. Je pense que le mieux serait peut-être de commencer par les questions, revenir un peu sur les méthodes de calcul et sur quelques exemples, ce qui nous permettra de regrouper certaines questions. Donc, on a posé la question, j'ai vu sur le chat, sur l'onglet des questions, sur les calculs de l'impact CO2. Peut-être qu'il faudrait que vous précisiez toutes les deux. Bon, Flore, vous l'avez dit sur l'utilisation de la méthode ACV, mais quand on a parlé beaucoup d'impact carbone, comment précisément on calcule l'impact carbone et comment on intègre bien toutes les dimensions, puisque parfois il y a des questions sur mais l'emballage, est-ce que ça ne remet pas en cause, etc. Enfin, je pense qu'il faut bien repréciser ça. Et comment on l'utilise d'un autre côté dans la recherche, c'est-à-dire c'est un peu les mêmes données au départ qui sont utilisées, c'est un peu les mêmes méthodes, mais qui ne sont pas utilisées toujours de la même façon. Nicole, tu vas parler que d'impact CO2. Flore, vous avez parlé
plus de l'ensemble du multicritère, qui est évidemment une question importante, puisqu'il n'y a pas que l'impact carbone. Donc, est-ce que vous pouvez repréciser un petit peu ça et du coup en profiter pour répondre à des questions pour illustrer vos réponses, puisqu'il y a une question sur le problème des légumes en saison, hors saison. Justement, je pense que l'affichage environnemental devrait permettre de répondre à cette question qui aujourd'hui, par exemple, quand on achète des tomates n'importe quand dans l'année, il n'y a pas sur l'emballage quelque chose qui permet de savoir quelle est la différence entre l'impact environnemental de ces tomates hors saison et celui des tomates qu'on achète en plein été. Il y a une question qui peut être reliée à celle-là aussi sur le sucre, en disant le paradoxe sur le fait que le sucre ait très peu d'impact environnemental alors que c'est un produit végétal. Bon, je pense que c'est lié aussi à son contenu en calories, puis que ça dépend de l'unité fonctionnelle par rapport à laquelle on calcule l'impact environnemental. D'ailleurs, cette question d'unité fonctionnelle, on n'en a pas parlé. Peut-être ça pourrait être intéressant. Donc, je pense que vous pourriez commencer donc par ces questions qui reviennent sur les méthodes de calcul, sur qu'est-ce qui différencie ce qu'utilisent les chercheurs et ce qu'on va utiliser pour l'affichage. Voilà, je vous laisse répondre là-dessus. Je pense que c'est bien si Fleur commence sur comment sont calculés les impacts et puis moi je pourrais répondre sur comment on les applique, hein, c'est ça. Ok. Oui, alors on a beaucoup parlé de CO2 dans un premier temps, parce que c'était un des premiers indicateurs. C'est aujourd'hui un indicateur qui commence à être un peu connu côté consommateur, parce qu'on en parle plus. Et c'est quelque chose, vu qu'il n'y a qu'une seule dimension, c'est quand même quelque chose de plus simple à comprendre. Même si aujourd'hui, pour l'affichage environnemental, du coup, on va essayer d'aller au-delà de ça et de prendre en compte plusieurs enjeux, de ne pas se limiter à l'impact sur le climat, mais d'aller plutôt vers un impact global sur l'environnement et sur toutes ses composantes. Dans tous les cas, lorsqu'on calcule l'impact carbone d'un produit, ou si on fait une analyse de cycle de vie multicritère sur un produit, on part vraiment du coup de toutes ces étapes du cycle de vie. Donc, quelqu'un avait demandé tout à l'heure si l'emballage était compris. Oui, le poids de l'emballage est compris également. Donc, c'est vraiment le couple produit-emballage depuis sa production agricole. Si c'est un produit animal, depuis les aliments qui vont servir à nourrir les animaux, incluant le transport, la transformation donc, dans les usines, de nouveau le transport jusqu'au lieu de commercialisation, le lieu de commercialisation. Donc c'est vraiment l'idée, c'est vraiment d'inclure l'ensemble du cycle de vie et comprenant son emballage. Et donc dans le cadre de l'affichage environnemental, on réfléchit à est-ce qu'on doit et comment, dans ce cas, aller au-delà de l'impact carbone seul. Après, on a abordé les questions de saisonnalité qui, pour le coup, peuvent être prises en compte lorsqu'on a l'information dans une analyse du cycle de vie, mais c'est une question qui, évidemment, est sur la table et qui est très complexe à prendre en compte. Si on prend en compte, par exemple, des produits qui contiennent des fruits et légumes, mais qui sont transformés, où la question de la saisonnalité est traitée de façon différente. Et pour les produits qui ne sont pas emballés, donc, c'est une question qui est sur la table, mais difficile à prendre en compte. Et on a aussi évoqué la question de l'unité fonctionnelle, du coup, Pierre, vous parliez de l'unité fonctionnelle. Donc actuellement, sur l'analyse du cycle de vie, ce qui est le plus utilisé, c'est l'unité fonctionnelle par poids. Donc pour 1 kg de produit ou pour 100 grammes de produit, c'est aujourd'hui une unité qui est comprise par le consommateur, parce que c'est ce qu'on utilise pour son prix, c'est ce qu'on utilise en nutrition également. Après, elle soulève d'autres questions. Parce que, elle soulève d'autres questions par rapport à l'impact environnemental, où on avait plutôt l'habitude de calculer, par exemple, pour un territoire, où on peut imaginer des unités fonctionnelles nutritionnelles, donc par calories, par protéines, etc. Et ça fait partie des discussions en cours, même si dans les études jusque-là et dans les données qu'on a, on est plutôt parti sur une unité fonctionnelle au poids, donc par kilo ou par 100 grammes. Ce sont des sujets qui sont abordés et qui sont traités dans le cadre de l'expérimentation. Okay. Merci. Nicole ? Oui, alors je vais compléter donc pour dire comment on utilise ces valeurs dans les études de type épidémiologique sur lesquelles je me suis basée. En fait, vraiment, on utilise
des données qui sont de type générique, hein, et d'ailleurs, les données d'Agribalise sont quand même des données de type générique, c'est-à-dire qu'elles vont refléter l'impact carbone ou autres impacts environnementaux d'un produit représentant l'état de l'offre et de la consommation pour ce produit à un moment donné sur le territoire. Et aussi, ce qu'il faut dire, c'est que nous, ça fait 10 ans qu'on travaille sur ce sujet-là, et Agribalise est sorti en décembre de l'année dernière. Donc, pendant ces 10 ans, on a travaillé quand même, mais avec des données qui n'étaient pas celles d'Agribalise et qui, grosso modo, sont corrélées avec les données d'Agribalise. Pour un seul point où il y a quand même une grande différence entre la base qu'on utilisait et la base Agribalise, c'est justement les valeurs de la viande de ruminant qui sont vraiment très fortes dans la base Agribalise, alors que dans la base qu'on utilisait précédemment, c'était un petit peu moins fort. Donc peut-être nos conclusions, si on les refaisait avec cette nouvelle base, pourraient être de nature à changer un petit peu, et peut-être que ce serait encore plus sévère sur la nécessaire végétalisation de notre alimentation. Par rapport à l'unité fonctionnelle, oui, et ce que je voulais dire, c'est que c'est effectivement tous ces débats et toutes ces questions sur est-ce qu'on prend en compte si c'est saisonnier, enfin des fruits et légumes de saison, des fruits et légumes locaux, etc. Mais comme donc on est sur des données génériques, on n'en tient pas compte. Mais en même temps, ce que je voulais dire, c'est que la hiérarchie, hein, ce que je vous ai montré, que ce soit la hiérarchie des coûts, la hiérarchie des impacts, elle reste vraie. C'est-à-dire qu'en fait, la variabilité qu'on a pour un produit en fonction du mode de production, elle est bien plus faible que la différence de la moyenne de l'ensemble des produits de cette catégorie avec les autres catégories. Donc, grosso modo, ça reste vrai. Et c'est ce qu'on avait vu sur les prix aussi. Finalement, la hiérarchie est un bon moyen de raisonner. Sur l'unité fonctionnelle, donc moi, j'ai présenté des résultats sur 100 kilocalories. Pourquoi? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que sur le coût, c'était vraiment la variable explicative, et ça a été démontré. Voilà, c'est pas juste nous qui racontons ça, mais maintenant, on sait que c'est très important dans tous les pays du monde, cette variable du coût des calories. Et en fait, aussi parce que cette variable, quand on exprime donc sur l'unité fonctionnelle 100 kilocalories, c'est aussi ce qui est le plus transposable à l'alimentation. C'est-à-dire, c'est bien de regarder les données pour un aliment, mais il faut à un moment les transposer sur l'alimentation, parce que la véritable unité fonctionnelle, en réalité, c'est l'alimentation dans sa globalité. Voilà. Et puis, j'ai vu qu'il y avait aussi quelques questions sur, oui, on parle que de l'impact carbone, on parle que de l'impact carbone. Ben oui, c'est vrai, parce que les valeurs qu'on avait jusqu'à présent, elles étaient quand même essentiellement sur l'impact carbone. On avait déjà vérifié qu'il y avait une forte corrélation entre l'impact carbone et les autres variables environnementales. Et je pense que ça reste vrai. Alors, ce n'est pas parfait, ces corrélations. Donc, effectivement, on peut voir des choses différentes avec différents impacts. Mais grosso modo, ça se suit beaucoup. Voilà. J'ai beaucoup de questions. Oui, merci Nicole. Oui, il y a beaucoup de questions. Il y a une question qui est, enfin, un thème qui revient plusieurs fois sur l'affichage. C'est la question de la difficulté que vont rencontrer les consommateurs quand ils vont devoir faire un arbitrage entre qualité nutritionnelle et qualité environnementale. Le cas classique, c'est un produit qui aura un Nutri-Score A et un Eco-Score E. Qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? C'est un peu ennuyeux. On a vu quand on a conduit l'expérimentation sur l'affichage environnemental simplifié, qu'en fait, plus il était simplifié, mieux il fonctionnait, en gros. C'est-à-dire que quand il y a une seule indication à regarder, les gens classent très bien, ça les aide, ils classent mieux les produits avec un indicateur simple qu'avec. Mais dès qu'il y a plusieurs critères à faire entrer en ligne de compte, évidemment, ça devient plus compliqué et c'est une source d'erreur. Donc là, même si
chaque indicateur, l'indicateur nutritionnel et l'indicateur environnemental, on arrive à tout concentrer dans une seule indication. Il restera néanmoins qu'on aura deux choses à regarder et ça risque d'être effectivement un petit peu compliqué, d'autant plus que dans certaines catégories, il suffit de regarder, par exemple, on peut déjà faire l'expérience aujourd'hui sur le site d'Open Food Facts où les éco-scores sont affichés et les Nutri-scores sont affichés pour la plupart des produits. Dans les plats cuisinés, par exemple, où justement il y a des différences de composition, on peut voir que, par exemple, je sais pas si on choisit du chili con carne, comme il y a du bœuf, sur le plan nutritionnel, il y a très peu de graisse, donc il y a un Nutri-score A, mais dès qu'on rajoute l'éco-score, il est E, et donc on a une contradiction. En revanche, si on va chercher du confit de canard avec des haricots ou du cassoulet, par exemple, là c'est bon. On a, contrairement à toute attente d'ailleurs, toute attente, je parle de moi là, hein, un Nutri-score A, mais aussi un éco-score qui est très bon. Donc il n'y a pas forcément de contradiction, ça implique à regarder. Parfois, ça remet en cause un peu les choses qu'on pensait, a priori. Donc, comment vous voyez ça, si vous avez réfléchi à ça, mais cette difficulté de manipuler de plus en plus d'informations, est-ce que ça va pas perdre un peu les consommateurs? Enfin, c'est un débat qui est récurrent, mais il revient clairement sur le devant de la scène. Oui, effectivement, c'est un sujet qui revient souvent, même nous, dans tous les échanges qu'on peut avoir et dans toutes les instances qu'on anime. C'est un sujet qu'on va tester déjà dans les études consommateurs qu'on va mener. Donc là, je l'ai vraiment abordé très brièvement tout à l'heure, mais on va essayer là dans les mois à venir de mener des études consommateurs pour tester des formats d'affichage, des études qui vont être menées soit en conditions réelles, soit via des questionnaires, soit via des focus group. Et du coup, on va tester la coexistence d'un affichage environnemental avec un affichage nutritionnel, par exemple. Mais c'est aussi à croiser, enfin, le consommateur, il est déjà plus ou moins habitué à avoir des choix à faire entre différents sujets. On a parlé du coût tout à l'heure, du coût de l'alimentation. Bon, il y a aussi ses préférences alimentaires qui vont entrer en jeu, même si ça, c'est pas lié à l'étiquetage directement. Et effectivement, c'est un sujet qu'on a identifié et sur lequel il faut qu'on travaille pour identifier est-ce que ça perturbe le consommateur? Est-ce que du coup, il fait un non-choix ou est-ce qu'il priorise une information en fonction du consommateur? Et du coup, je suis désolée, on a un stade de l'expérimentation où j'ai pas réponse à tout, donc c'est vraiment un sujet qu'il faut qu'on teste et on n'a pas encore la solution identifiée qui va permettre forcément de résoudre ce problème. J'en profite pour faire un petit point parce qu'on a abordé coexistence, éco-score, Nutri-score sur Open Food Facts et ça rejoint quelques commentaires ou questions que j'ai pu voir dans le chat et les questions. L'éco-score, du coup, c'est une initiative qui est indépendante, qui est menée par une dizaine d'acteurs, dont Open Food Facts, Yuka, etc., mais qui participent à notre expérimentation parce qu'ils ont déposé un projet. Donc il y a plusieurs de ces acteurs, de ces 9 acteurs qui ont déposé un dossier et qui du coup vont également tester des choses et nous faire un rapport au mois de juin. Et c'est pareil pour la note globale qui a été abordée. C'est également c'est un autre système qui existe, qui a été construit de façon indépendante à notre expérimentation, mais qui va être testé dans le cadre de l'expérimentation. Donc on va pouvoir ça fait partie de la vingtaine de dossiers qu'on a qui vont pouvoir être comparés dans le cadre de l'expérimentation. Voilà, je voulais juste faire cette petite précision. Merci Flore. C'est évidemment très intéressant. On voit bien que le débat va pas se régler du jour au lendemain. Il est même un petit peu plus compliqué, je pense, avec le score environnemental qu'il l'a été avec le score nutritionnel qui était déjà lui-même très compliqué parce qu'il y a la prise en compte d'un certain nombre de choses, en particulier des modes de production dont il faudrait qu'on dise un mot ensuite. Est-ce que Nicole, sur cette question de la difficulté à concilier des critères qui vont pas toujours dans le même sens, c'est d'ailleurs le fond de ta présentation, enfin du début en tout cas. Comment tu vois ça, toi? Est-ce que tu as un peu réfléchi à la question? Enfin, moi, tu sais que c'est pas quand même ma spécialité, oui. Hein, voilà. Mais moi, ce que je pense, c'est que oui, il faut. Enfin, je suis plutôt pas trop en phase avec l'affichage et parce que je crois que surtout quand il est prescriptif, parce que ça n'éduque pas les gens. Selon moi, ça va plutôt leur faire peur et les orienter vers des choix un peu excessifs et formatés et qui
finalement s'inquiéter sur leur alimentation plutôt que de la comprendre et d'avancer dans le bon sens. Oui. Alors, ceci dit, et ça rejoint une question qui a été, qui apparaît souvent dans la liste des questions, c'est que une des difficultés souvent qu'on soulève, en particulier pour l'aspect nutritionnel, c'est que c'est pas un produit qui fait l'alimentation, c'est un ensemble. Or là, j'ai vu apparaître plusieurs fois la question de savoir pourquoi les conseils que tu donnais tout à l'heure ou les règles que tu esquissais sont pas dès à présent appliquées dans la restauration collective, dans les cantines, dans les restaurants, etc. Et justement, en mettant ces deux questions ensemble, est-ce que finalement le fait de faire de l'affichage, et Flore tout à l'heure nous a dit que c'était tout à fait envisagé, dans des endroits où on parle de repas et non pas de produits séparément, ce serait pas une bonne pédagogie justement pour comprendre comment ça fonctionne. C'est-à-dire quand on peut comparer deux plateaux, deux menus, on voit tout de suite le résultat agrégé. Ou de caddie, par exemple, à la sortie du supermarché. Si on peut appliquer, faire rapidement le calcul sur l'ensemble des produits qui sont associés, on a quelque chose d'intéressant. Donc, qu'est-ce que vous pensez l'une et l'autre de cette idée de dès le départ favoriser l'utilisation de ces indicateurs ensemble dans des endroits où on agrège les produits. Donc, pour dire vite, soit un caddie de supermarché, soit un plateau repas. Alors, nous c'est comme je l'ai évoqué dans nos travaux, pardon, on n'a pas fixé que l'affichage environnemental devait forcément être sur des produits emballés en supermarché. Et d'ailleurs, on pourrait développer une méthode de calcul qui soit juste adaptable à différents contextes. Et on trouve tout à fait pertinent l'idée de le faire sur un plateau repas, par exemple, et non sur un aliment seul. On pourrait même imaginer à l'échelle d'une semaine de menu, par exemple. Donc, c'est différents contextes qu'on peut étudier, qu'on a envie d'étudier et qui sont encore très ouverts. Oui, ça c'est une très bonne idée, je pense, effectivement. Et on a d'ailleurs un de nos projets d'expérimentation parmi ceux qui ont été déposés qui va tester en contexte de restauration collective. Donc, on va avoir des données à ce sujet-là. Ouais, je pense qu'effectivement, ce serait plus en phase vraiment avec ce que c'est que l'alimentation durable. C'est l'alimentation, c'est pas le produit par produit, puisqu'il y a aussi une remarque qui est ultra pertinente et qu'on connaît depuis longtemps, c'est que il faut pas regarder que à 100 grammes ou que à 100 kilocalories. Il faudrait pouvoir intégrer les fréquences et les portions consommées réellement. Et là, on sait que c'est un casse-tête impossible et qu'on n'y arrive pas. En fait, on n'y est pas arrivé pour la nutrition et on va sûrement pas y arriver pour l'environnement parce que c'est exactement les mêmes mécanismes et les mêmes questions et les mêmes freins. Donc, par contre, si on a des moyens de passer à l'alimentation dans sa totalité, par exemple en regardant quand les gens font leurs courses, effectivement le caddie, voire même le caddie ou les achats d'un jour à l'autre, là effectivement ça permet de visualiser mieux les choses. Et à la cantine aussi, ça pourrait effectivement peut-être être assez pédagogique quand on voit que finalement entre mettre une part de viande rouge ou ne pas en mettre dans un plateau repas, ça fait plus que doubler l'impact carbone du repas en fait. Puisqu'on a fait quelques calculs, hein, pour un repas qui soit végétarien à base de poisson ou d'œufs, c'est à la cantine scolaire, c'est autour de, on va dire, 1 kg d'équivalent carbone pour l'ensemble du repas. Et dès qu'il y a une viande rouge, ça passe à 3,5 kg d'impact carbone. Alors, oui, du coup, j'ai vu passer dans les questions beaucoup de choses justement qu'on peut relier à ça, sur l'emballage, le hors-saison, etc. Du coup, ce qui se passe, c'est que c'est ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que finalement, les produits à très fort impact, grosso modo, c'est les viandes de ruminants, hein, écrasent complètement le match, comme on dit des fois. C'est-à-dire que
une fois qu'on fait avec ou sans, on a de tels écarts que du coup, des questions qui préoccupent à juste titre les consommateurs, c'est-à-dire est-ce qu'il n'y a pas trop d'emballage, est-ce que si c'est hors saison, c'est pas embêtant, se retrouvent un peu minimisées par rapport à cette ombre portée des viandes de ruminants qui font le score final. Alors, comment est-ce qu'on peut se sortir de ça une fois qu'on l'a compris, pour quand même ensuite pouvoir aller dans les différences, parce que pour diminuer l'empreinte carbone de toutes nos activités, on n'a pas le choix, il faut les diminuer partout où on peut. Donc, avoir des indications qui soient aussi saillantes sur des questions d'emballage, sur des questions de transport, sur des questions de je sais pas quoi, de serre chauffée, ou etc., etc. Ça paraît aussi important, enfin intuitivement comme ça, quand on spontanément, quand on essaie d'y réfléchir. Alors est-ce que comment ça peut se régler ce type de questions dans le futur affichage environnemental? Alors, déjà, la question du poids prédominant de certains aliments, voire même de certaines étapes, on a parlé de l'amont agricole tout à l'heure, pour un aliment donné, déjà, ça correspond à une réalité environnementale. Donc, c'est vrai que consommer moins de viande, ça a tout de suite un impact plus important que juste choisir un produit parce qu'il est un petit peu moins emballé. Donc, ça correspond à une réalité et ça doit pouvoir se transparaître en termes d'écart. Si on arrive si notre affichage environnemental se traduit sur une note, il faut que cet écart puisse être assez grand. Et ensuite, là, ça rejoint la question de savoir est-ce qu'on veut faire, quel niveau de précision on veut dans notre affichage. Est-ce qu'on veut quelque chose qui permette globalement un changement à l'échelle du régime alimentaire? Donc là, ça va être l'idée de consommer moins de viande, par exemple, plus de légumineuses, ou de changer au sein d'une même catégorie de produits. Et là, c'est un degré plus fin qui permettrait de comparer les produits au sein de la même catégorie. Donc là, je pourrais choisir une viande par rapport à une autre, une viande qui a été élevée d'une telle façon, qui est emballée d'une telle façon, transportée par exemple. Et ça, c'est vraiment au cœur des débats qu'on a actuellement, parce que évidemment, c'est intéressant d'arriver à faire les deux, que le consommateur puisse avoir la notion de je mange ce produit carné par rapport à ce produit non carné, il a plus d'impact, mais au sein de chacun de ces deux produits, je peux encore en choisir un qui a moins d'impact. Oui. Donc ça fait partie des sujets très discutés en ce moment. Oui, ça me paraît très important. Merci de cette réponse parce que on le voit et on le voit aussi pour les viandes d'ailleurs. Il y a eu un certain nombre de publications scientifiques récentes sur le sujet. La variabilité des impacts carbone est absolument considérable. Entre une viande, par exemple, qui est issue d'élevage intensif, alimentée avec des produits pour lesquels, enfin, des intrants végétaux pour nourrir le bétail, pour lesquels on a fait de la déforestation, et d'autres systèmes d'élevage, on peut avoir des impacts qui varient du simple au double, même si dans le meilleur des cas, ça reste encore des impacts forts. Donc, c'est tout à fait logique, effectivement, de pouvoir choisir à l'intérieur d'une catégorie de produits. Comment vous voyez ça donc pour la suite, c'est-à-dire le fait de pouvoir passer du produit générique au produit un peu détaillé? Est-ce que c'est plutôt une initiative qui devrait revenir aux producteurs, c'est-à-dire qui devrait leur permettre d'apporter leurs données pour qu'ils puissent se différencier au sein d'une famille et justement faire en sorte qu'on puisse aller plus dans le détail des choix, qu'on puisse prendre en compte toutes les questions qui nous préoccupent? Comment est-ce que ça va pouvoir avancer dans cette direction-là? Alors, la question des données génériques et spécifiques, c'est peut-être la question qui revient le plus souvent au sein du secteur, parce qu'on va avoir forcément des acteurs, des industriels par exemple, qui ont envie que tous les efforts qu'ils font soient valorisés, ce qui est normal. Et si du coup ils font un petit effort sur l'emballage, c'est normal d'avoir envie que cet effort soit valorisé et que ce soit pas une donnée générique emballage qui soit prise en compte. Mais en même temps, ces données spécifiques, elles sont très complexes, lourdes et coûteuses à mettre en œuvre. Et nous, l'idée aujourd'hui avec, on voit ce qui se passe, c'est que l'affichage environnemental, c'est en train de se développer assez rapidement. Donc en fait, on est plutôt en train de réfléchir à des solutions intermédiaires.
pas forcément aller sur une donnée 100% spécifique, pas forcément aller sur une donnée qui est moyenne issue d'une base de données, mais voir comment on peut spécifier ce qui compte. Spécifier déjà ce qui est accessible plus facilement. Donc, par exemple, ce qui est déjà étiqueté. Par exemple, avoir la composition précise du produit avec le pourcentage de chaque ingrédient, parce qu'il y a des ingrédients qui pèsent beaucoup plus que d'autres, que du coup, ça, c'est une information qui peut changer grandement. Et ensuite, aller vers les paramètres les plus structurants pour chaque catégorie de produits. Il va y avoir des catégories de produits où le paramètre le plus structurant, c'est la partie transformation industrielle, par exemple. Pour d'autres catégories de produits, ça va être le mode d'élevage, etc. Donc, pouvoir spécifier juste cette partie-là, parce que c'est ce qui est le plus impactant. Donc, c'est des sujets auxquels on réfléchit pour trouver une solution intermédiaire entre cette donnée générique qui ne permet pas de différencier les produits au sein d'une même catégorie et cette donnée spécifique qui va être difficile à court terme pour un affichage environnemental déployé très largement. D'accord, mais qui va pouvoir. Donc progressivement, on pourra avancer déjà en déclinant au sein des familles, par exemple, des grandes, des facteurs pour lesquels on peut calculer un coefficient correcteur qui va s'appliquer à toute une sous-famille de produits. Donc, on va aller pas à pas, j'imagine. Et après, ça c'est plutôt pour la partie analyse de cycle de vie. Mais après, si on inclut des indicateurs complémentaires, cela aussi permet d'apporter des informations supplémentaires. Sur le mode de production, par exemple, si c'est un produit qui est issu d'un mode de production spécifique tel que l'agriculture biologique ou sur l'emballage, on peut imaginer des choses comme ça. D'accord. Donc ça répond bien à la question. Alors, il y a là encore, j'essaye de regrouper des thèmes que je vois apparaître dans les différentes questions. Il y a la question des modes de production, effectivement, qui est souvent posée, c'est-à-dire deux produits qui ont l'air à peu près identiques dans un étal de supermarché ou même dans un marché forain peuvent être issus de systèmes de production complètement différents. C'est pas toujours facile de les identifier, premier point. Et deuxièmement, quand on les identifie, les résultats sont pas toujours ceux qu'on attendait. Je pense en particulier au gros problème des produits issus de l'agriculture biologique, qui est quand même un mode de production qui se développe beaucoup, Dieu merci, et que beaucoup d'entre nous voient d'un très bon œil. Or là, on est surpris parce qu'évidemment, comme on sait, comme les rendements sont un peu plus faibles et comme les agronomes le savent bien, quand les rendements sont plus faibles, il faut utiliser plus de surface et quand on utilise plus de surface, on a plus d'impact carbone. Du coup, c'est des produits qui sont pas toujours très très bons en termes d'impact carbone, alors que spontanément, on a tous, on pense que c'est des modes de production qu'il faudrait favoriser. Alors, je sais qu'il y a des travaux spécifiques qui ont été engagés sur le secteur des produits bio. Je pense à la CV bio. Qu'est-ce qui se passe là-dessus? Est-ce que les recherches continuent, j'imagine? Est-ce qu'on a des idées déjà qui se profilent pour savoir comment on pourrait résoudre ce type de contradiction pour éviter que les consommateurs soient un peu déstabilisés avec des informations qui sont complètement contraires à ce à quoi ils s'attendaient a priori? Oui, alors on a des travaux effectivement qui se poursuivent à différents niveaux là-dessus. Il faut savoir que déjà l'affichage environnemental, son but, c'est pas d'aller à l'encontre de politiques publiques. Par exemple, si l'idée c'est d'encourager les produits bio, on peut pas imaginer un affichage environnemental officiel qui aille à l'encontre de ça. Donc ça va être l'enjeu de vérifier que la méthodologie retenue à la fin ne soit pas contradictoire avec certains modes de production qu'on sait qui ont des bénéfices pour l'environnement. Donc, à partir du moment où on sait ça, il faut essayer de savoir comment on le construit. Donc, effectivement, il y a eu beaucoup de débats sur la méthode d'analyse de cycle de vie et pourquoi elle peut parfois et pas systématiquement défavoriser les produits issus de modes de production plus extensifs, tels que le bio, à cause de cette unité fonctionnelle par poids. Comme vous le disiez, ça correspond un petit peu à une réalité puisqu'il faut plus de surface. Pour, par exemple, un poulet qui a vécu plus longtemps, il faut le nourrir plus. Donc ça, forcément, il y a un besoin de ressources en plus. Mais si je reprends l'exemple du poulet, si aujourd'hui, toutes les personnes, on remplace tous les poulets qu'on consomme issus d'élevage intensif par des poulets bio, ça va demander beaucoup trop de ressources, en fait. L'idée, c'est qu'il faut associer ça aussi à une diminution de la consommation de poulet, pour aller vers moins mais mieux.
Donc, un peu moins de manger un peu moins de poulet, mais manger du poulet qui aura été du coup élevé différemment avec un mode d'élevage plus extensif. Et du coup, ça, on va essayer de le prendre en compte justement par ces indicateurs complémentaires qui peuvent aller au-delà de l'analyse de cycle de vie. Donc, prendre en compte la biodiversité notamment, parce qu'on sait que ces modes de production, enfin, on a certains modes de production qui ont un impact bénéfique sur la biodiversité. Donc, en prenant en compte la biodiversité, on va valoriser ces produits qui sont des fois favorisés par ailleurs. En prenant en compte, par exemple, le stockage du carbone qui favorise les élevages à l'herbe dans les prairies, ou d'autres sujets comme ceci. Donc, c'est ces travaux-là qui vont permettre de compenser ces petites contradictions qu'on peut voir. D'accord, merci beaucoup. Je vois qu'il est 11h10 et que normalement on est arrivé au bout du temps qui nous est imparti. La discussion est passionnante, il y a encore plein de questions. Je voudrais vous demander juste à l'une et à l'autre, et puis ensuite je dirai un mot pour finir, s'il y a des points qui m'ont échappé dans les questions que j'ai pourtant essayé de bien trier, auxquels vous souhaitez répondre. Je voudrais dire simplement aussi à toutes les personnes qui nous écoutent qu'on pourra, que toutes vos questions sont enregistrées et que donc, je m'avance peut-être un petit peu, mais que Flore et Nicole, vous pourrez éventuellement y répondre directement, puisque vous avez, on a les questions qui sont posées. Vous pourrez peut-être répondre à ces questions après la séance. Mais est-ce qu'il y a un mot chacun ou un point particulier sur lequel vous voulez insister juste pour conclure, ou une question particulière que vous avez retenue et à laquelle j'ai répondu? Je veux bien conclure. Pour les questions, j'ai essayé d'y répondre aussi en parallèle. Oui. Voilà. Et il y a juste un point, je pense qu'on n'a pas évoqué, qui est quand même extrêmement important. On a dit qu'effectivement, voilà, un levier majeur, c'est de diminuer la viande, et notamment la viande de ruminants. Mais ça ne sera un levier que si en parallèle, dans cette végétalisation, on va vers une bonne végétalisation. Alors, j'ai peut-être été très insistante sur le fait que voilà, tous les produits végétaux sont pas la panacée, mais c'est même plus que ça, c'est-à-dire que ça n'aura un bon effet que si on va vers des végétaux de bonne qualité nutritionnelle. Donc, des produits céréaliers, des légumes secs. Et comment on va arriver à ça? En fait, c'est en jouant sur le plaisir, la culture, les couleurs, la présentation, les saveurs. Donc, jouer sur la diversité des produits. Il y a énormément de diversité dans les céréales, il y a énormément de diversité dans les légumes secs aussi. Donc, en s'appuyant là-dessus avec de l'imagination et puis de la bonne humeur, on devrait y arriver en mettant par-dessus tout ça des épices et puis des aromates. Voilà. Merci, Nicole. Flore? Oui, alors l'affichage environnemental, il est en cours de développement et il va se développer à un rythme, on pense, assez soutenu dans les temps à venir, parce qu'on voit qu'il y a des acteurs qui le font déjà. On a EcoScore qui est sorti, on a abordé la note globale. Mais c'est pas pour ça que d'ici quelques mois, on va avoir quelque chose de figé. C'est des travaux qui vont s'inscrire dans le temps, qui vont s'améliorer. Les connaissances sur le sujet sont peut-être moins anciennes et moins inscrites que les connaissances en nutrition. Et le sujet est peut-être plus complexe parce qu'il ne suffit pas de mettre un produit dans un laboratoire pour avoir ces données environnementales, comme on pourrait avoir la quantité d'énergie, par exemple. Donc, c'est vraiment des travaux qui vont s'inscrire dans le temps et qui vont, dans tous les cas, ne pas aller à l'encontre. Enfin, c'est l'idée de choses déjà identifiées comme bénéfiques pour l'environnement. Et il faudra évidemment accompagner ça d'une éducation appropriée des consommateurs et d'une information correcte pour qu'ils puissent s'approprier ces outils, comme pour le Nutri-Score, parce que finalement, ce sont quand même deux sujets très différents, mais très étroitement liés. C'est bien ça. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci à toutes celles et à tous ceux qui nous ont suivis jusque-là. Donc, on voit qu'on a du pain sur la planche. Il y a un certain nombre de questions auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on répondra, vous répondrez directement. Il y a des thèmes aussi qu'on n'a pas du tout abordés, puisqu'on voit bien qu'il y a des conséquences de tout ce qu'on a dit là sur la restauration. Est-ce qu'on peut développer une gastronomie végétale, par exemple, sur les modes de production, comment toute la production agricole va réagir et s'adapter à ça, sur les politiques publiques. Enfin bref, on a toute une liste de questions
qui, je pense, vont faire l'objet de prochaines conférences, de prochains colloques du Fonds français. On est engagé, comme vous venez de le souligner toutes les deux, dans un processus. Donc, on ne va pas avoir des réponses à toutes les questions tout de suite. Mais ce qui est important, et c'était un peu le fil directeur de cette conférence, c'est que à partir de l'endroit où on est, ce qui est important, c'est d'avancer, même d'un petit pas, dans la bonne direction. Et je pense que c'est ce qu'on a commencé à faire grâce à vous. Je vous remercie beaucoup et je remercie tous les participants et on espère vous retrouver pour la prochaine étape de ces aventures sur l'alimentation et l'environnement. Merci à tous et à toutes. Merci beaucoup. Bonne journée.